OK, il est 8h05, les amis. Est-ce que vous voudriez ouvrir vos caméras? Merci. Bravo pour les braves qui se sont levés de bonne heure. Allô, Bianca. Allô, Amine. Johanna, caméra. Sa caméra vient de geler, dit-il alors. Peut-être faudrait que tu sortes, puis qu'on te réintègre. OK, ben bonjour. Hey, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 16 sur 33. Bravo. Donc, ce que je vais faire, admit, 2 instants. Alors, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer à faire des idées. Donc, je vais vous donner de la théorie dans un premier temps. Puis après, j'avais préparé un exercice que vous auriez pu faire en sous-groupe, mais vous êtes tellement pas nombreux, je vais vous mettre quand même peut-être en sous-groupe, mais vous allez être vraiment en duo, là, presque. Donc, on va y aller quand même. C'est un exercice qui est très important. Je vous remercie d'être là parce que si vous ne savez pas comment faire d'idées, vous ne saurez pas comment faire de début de paragraphe. Ça peut partir dans tous les sens, là, ce que vous allez faire. Donc, excellent choix de vous être levé de bonne heure, même si c'est pénible, là. Donc, je vais vous envoyer le résumé du cours d'aujourd'hui. Donc, on est rendu au cours 23 déjà. C'est pas mal le dernier cours. Le prochain cours, ça va être lundi prochain. Et ça va être tout simplement un cours pendant lequel je vais vous donner votre question d'examen et répondre à vos questions. Donc, c'est pas mal la dernière fois que j'ai la chance de vous donner du contenu. Alors, Sheila, tu ouvres ta caméra, s'il te plaît. Donc, ça, c'est juste le document que je vous avais déjà mis sur Léa, où je vous explique le contenu du cours d'aujourd'hui. Donc, comment créer des idées, c'est pas compliqué. Pause, retour sur des exposés. J'aimerais peut-être le faire tout de suite pour laisser du temps aux gens aussi d'arriver. Et j'avais pensé voir quelques règles de grammaire, mais je ne pense pas qu'on ait le temps aujourd'hui. Donc, peut-être au prochain cours, lundi prochain, si jamais vous avez des questions de grammaire dont vous voulez que je les éclaire, envoyez-les-moi, vos sujets. Comme ça, je vais pouvoir vous préparer un cours. Je sais que certains d'entre vous en avaient déjà parlé, les participes passés un peu spéciaux, par exemple. La virgule, probablement, vous en avez besoin. Donc, je vais essayer de vous préparer quelque chose si on a un peu de temps. Alors, Sheila, deuxième appel, caméra, sinon, je te remets dans la salle d'attente. Et donc, ça, c'est le papier du contenu du cours. Je vais donc vous envoyer maintenant la théorie sur la création d'une idée. J'ai un peu de problème avec mon micro et mon ordi et les vidéos parce que je suis pas connectée avec mon ordi. OK, correct. Merci. Donc, est-ce que tout le monde voit le deuxième document que j'ai envoyé? Il s'intitule « Comment créer des idées, théorie ».
Sabrina, question? Ça veut dire que demain, on n'a pas de cours en après-midi? Effectivement, je confirme, demain, on n'a pas de cours. Donc, vous avez tous le nouveau document? Ça va? Donc, je vous ai préparé juste un résumé de la façon dont on doit faire des idées. C'est de la matière que vous avez déjà, peut-être que vous l'avez déjà lu. En tout cas, je vous avais demandé de lire assez au début de la session. Mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas bien, etc. Donc, j'ai voulu revenir sur cet aspect absolument crucial, donc la création d'une idée. Donc, je vais lire avec vous le document, puis dans un deuxième temps, je vais vous demander de créer vous-même des idées à partir d'un canevas que je vous ai préparé. Donc, comment créer des idées? Voici les caractéristiques d'une bonne idée. Donc, la bonne idée, elle apprend quelque chose de nouveau au lecteur, OK? Quelque chose qu'il n'aurait pas saisi au premier degré en lisant l'extrait à analyser. Deuxième caractéristique de cette idée correctement formulée, elle répond directement à la question quand il s'agit de l'idée principale ou elle est intimement liée au texte pour ce qui est des idées secondaires. Troisième caractéristique, si elle est binaire, et vous ne serez jamais obligé de faire une idée binaire, si elle est binaire, il y a un lien logique explicite entre ces deux parties. Donc, ça prend un marqueur du genre par conséquent, ou des fois, ça peut être fait plus subtilement, par exemple en utilisant un participe présent, du genre étant malheureuse, virgule, la maréchale de grand C. Donc, étant malheureuse, ça serait la première partie qui est la cause, puis le reste, ça serait la conséquence. Donc, des fois, on peut suppléer à un marqueur, à un manque de marqueur, par la structure même de la phrase. Donc, si elle est binaire, il y a un lien logique entre les deux éléments. Si elle n'est pas binaire, ça peut être très bon aussi, mais elle pourrait le devenir facilement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un fait, ce n'est pas une opinion, c'est quelque chose qui est vraiment relié directement au contenu du texte. D, elle se concentre sur les personnages et non pas sur l'auteur et encore moins sur vous. E, elle est constituée d'une seule phrase complète, correctement structurée. Donc pas de phrase non verbale. Je vais vous donner des exemples tantôt. F, c'est la première phrase du paragraphe dans le cas de l'idée principale, ou bien la deuxième phrase du paragraphe si c'est la première idée secondaire. Il y a des gens qui, dans leur paragraphe, font un genre d'intro, donc ils contextualisent l'histoire, ils présentent la biographie de l'auteur. Il ne faut rien faire de tout ça. Il faut vraiment que la première phrase du paragraphe, ça soit PAC, tout de suite l'idée principale. Okay? Donc, si vous prenez la peine de faire une contextualisation avant, vous perdez des points automatiquement. Et G, elle englobe, ça veut dire qu'elle contient, qu'elle résume tout ce qui est en dessous d'elle. Par exemple, l'idée principale doit englober les deux idées secondaires, ou une idée secondaire doit englober les deux preuves, s'il y a deux preuves. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un lien logique d'inclusion entre une idée et ce qui lui est immédiatement inférieur. Donc, ça va pour ça, c'est clair. Donc, note, idéalement, tous les éléments binaires, tant au sein d'une même idée qu'entre deux idées, principales ou secondaires, devraient être reliés logiquement l'un à l'autre de façon explicite, donc avec des marqueurs. Donc, ça, c'est comment créer une bonne idée qui va bien fonctionner. Voici comment ne pas créer une bonne idée. Donc, les pièges à éviter. Donc, ce que n'est pas une bonne idée, un fait indéniable. Je vous donne un exemple. L'auteur aborde tel aspect.
c'est indéniable, ça ne prend pas une compréhension profonde pour en venir à cette idée-là. L'auteur l'a compris, mais le lecteur probablement aussi. Donc, on n'apprend absolument rien de nouveau au lecteur, donc pas bonne idée. Ou alors, ce texte est typique des Lumières, pas bonne idée, juste un fait. Encore une fois, le lecteur aurait probablement pu s'en rendre compte tout seul. Deuxième affaire que n'est pas une idée, donc deuxième horreur, c'est une opinion, votre opinion personnelle. L'auteur incarne très bien l'esprit de son temps. C'est ton opinion, mais d'autres pourraient dire qu'il est au contraire pas du tout typique de son temps. Donc, une opinion n'a pas sa place dans un paragraphe d'analyse. Surtout que je ne vais jamais vous demander de m'analyser l'appartenance d'un texte à un courant littéraire ou à une époque. Donc, ça ne sera jamais pertinent d'affirmer quelque chose comme ça. Troisièmement, elle est basée sur un argument de quantité. Donc, vous savez, les arguments de quantité, c'est jamais bon. Donc, l'auteur utilise beaucoup le personnage de Don Juan pour montrer ses idées. Ça a l'air d'être une bonne idée, mais c'est juste un fait. C'est un argument quantitatif. Vous ne pouvez pas subdiviser ça en deux. Vous ne pouvez pas relier ça logiquement à quelque chose d'autre. Il n'y a pas de par conséquent qui soit relié au personnage. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est juste un argument de quantité qu'il faut éviter à tout prix partout dans le paragraphe. Une mauvaise idée mentionne un procédé ou des procédés. Donc, il ne faut jamais, jamais mentionner de procédé dans les idées. Par exemple, les nombreuses métaphores montrent bel et bien que ce texte est typique du 18e siècle. Donc, on ne doit jamais mentionner de métaphores, n'importe quel procédé dans le début du paragraphe, pas plus qu'on doit les mentionner d'ailleurs dans la conclusion partielle. Cinquièmement, elle parle de l'auteur, donc juste un truc pour vous dire que votre idée n'est pas bien construite si vous concentrez votre idée sur l'auteur. Par exemple, l'auteur aborde tel aspect ou l'auteur est typique de telle époque ou de tel courant littéraire. Donc, ça n'a pas l'air d'être parti pour une vraie analyse. Donc, à éviter, on ne doit pas parler de l'auteur, on doit parler des personnages. Elle pourrait s'appliquer à n'importe quel texte ou à plusieurs textes. Par exemple, cet extrait est typique des Lumières. Ben, il y en a beaucoup de textes qui sont typiques des Lumières. Donc, pas bonne idée de mentionner ce fait-là en tant qu'idée. Septièmement, elle pourrait répondre à de nombreuses questions différentes les unes des autres. Par exemple, cet extrait montre les liens entre les personnages. C'est flou. Presque tous les textes, en fait, vont montrer des liens entre les personnages. Donc, à éviter ça aussi. 8, c'est une phrase incomplète. Donc, cet extrait, écrit par Montesquieu, tiré des lettres persanes, point. Donc, il manque un verbe, il manque de l'information, phrase incomplète, donc à éviter en tant qu'idée. Et neuvièmement, elle semble remplacer l'introduction mentionnant par exemple le nom de l'auteur, la date de publication, le courant littéraire auquel l'auteur appartenait ou tout détail sur la vie de l'auteur. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une recherche sur l'auteur pour faire une idée principale. Vous pouvez quand même faire cette recherche-là si ça peut vous inspirer, mais pour faire l'idée principale ou l'idée secondaire, jamais vous allez mentionner des faits reliés à la vie de l'auteur. Donc, je vous donne l'exemple. Cet extrait, écrit par Montesquieu, tiré des lettres persanes, tout ça, c'est de l'information qu'on aurait mentionnée dans une intro en bonne et due forme, mais vous ne la ferez jamais, l'intro. Donc, c'est ça qui risque d'être mêlant. Donc, fut publié en 1721, alors que l'auteur vivait à Paris. C'est tous des détails dont on se fout complètement. Il faut que votre idée principale soit reliée au contenu de l'extrait lui-même et non pas à son contexte extérieur. Donc, ça, c'était des pièges à éviter. Je vais maintenant vous donner des trucs pour créer votre propre idée principale. Donc, je suis rendue à la page 3. Votre idée principale ou secondaire, bien sûr. Alors, le truc A, quand on ne sait vraiment pas où on s'en va, là, on est donc face à une question, puis on ne sait pas comment répondre à cette question-là, bien, dans n'importe quelle question, il y a
il y a des renseignements qui vous sont donnés parce que le prof attend quelque chose de vous et il va vous le demander aussi clairement que possible dans la question. Donc, on commence par décoder la question. Des fois, s'il y a quelque chose de binaire dans la question, ça veut dire qu'on vous donne une piste pour vos deux idées principales. Donc, il faut vraiment apprendre à décoder comme il faut les questions. Alors, je vais vous donner un exemple, puis on va voir ensemble comment on aurait pu décoder ça. Donc, le truc A, il faut avoir bien compris la question, car celle-ci comporte parfois des indices quant au contenu, des fois des deux paragraphes attendus, ou au moins quant au contenu de un des deux. Donc, un exemple d'une question que j'aurais pu vous poser, la lettre 99, issue de l'œuvre de Montesquieu, montre que les voyageurs, aussi bien que les Parisiens, sont remplis de préjugés les uns envers les autres. Donc, si vous voulez bien m'indiquer, soit en prenant la parole ou en écrivant dans le chat, c'est quoi les deux choses que j'attends de vous si vous répondez à cette question-là? Commencez par la première. Donc, c'est quoi la première partie de cette question-là? Vous pouvez reformuler en disant « Le prof me demande de prouver telle chose ». Donc, on commence à répondre, montrer que les voyageurs ont des préjugés envers les Parisiens. Excellent. Donc, Johanna écrit « Comparer les voyageurs et les Parisiens », absolument. Et donc, Johanna, j'ajouterais non seulement les comparer, mais montrer que de part et d'autre, ils ont des préjugés les uns envers les autres. Donc, Missia, tu as répondu directement à ma question. Effectivement, on veut, dans un premier temps, que vous montriez que les voyageurs ont des préjugés envers les Parisiens. Donc ça serait la première idée principale qui serait basée sur cet aspect-là. Il faudrait reformuler l'idée pour qu'elle devienne éventuellement binaire. Donc peut-être on pourrait trouver deux aspects sur lesquels les voyageurs persans ont des préjugés à l'égard des Parisiens. Donc par exemple sur les vêtements et sur le rôle de la femme dans la société. Je donne des exemples, mais qui sont issus du livre, là. Donc, ça serait les deux aspects binaires de notre idée principale, numéro 1. Et la deuxième idée principale, ça serait l'inverse, puisque je demande dans la question aussi bien de la part des voyageurs envers les Parisiens que des Parisiens envers les voyageurs. Donc, on montrerait dans la deuxième idée principale que les Parisiens, eux aussi, ont des préjugés à l'égard des voyageurs persans. Donc, on irait voir à ce moment-là, c'est quoi les aspects. On pourrait prendre les deux mêmes aspects, l'apparence physique, le rapport aux femmes, ou ça pourrait être complètement deux autres aspects. Et pendant que je suis là, pendant qu'on est tous là, pendant qu'on parle des persans et des lettres persanes, n'oubliez pas que vous n'avez pas lu l'œuvre, puis c'est correct. Vous allez être capable de fonctionner quand même dans votre examen final. Mais donc, n'oubliez pas un certain nombre de choses. Je vais vous les écrire dans le chat, OK? Donc, les Persans, ce sont des habitants de la région de la Perse, qui est une région d'Iran. OK? Donc, je vais vous écrire ça.
OK? Donc, dans les lettres persanes, c'est des personnages qui partent de la Perse, qui est leur pays d'origine, et ils se déplacent vers l'Europe dans le désir d'explorer les façons de fonctionner d'ailleurs. Donc, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Persans. Ce n'est pas du tout la même réalité culturelle. Et ils ne parlent pas l'arabe non plus, ils parlent leur langue, qui est le perse. Mais dans l'histoire, ils semblent maîtriser parfaitement le français. Okay? Donc, la nuance entre un persan et le mot perse, elle est vraiment à saisir. Ne faites pas cette erreur-là. Ne dites pas qu'il s'agit de gens qui sont des Perses, parce que ce n'est pas du tout la même réalité, là. Ils se sont déjà appelés des Perses. C'était avant la conquête arabe, c'est dans les années 600 quelque chose. Donc, on est bien avant l'époque où l'intrigue a lieu, qui a lieu sous le règne de Louis XIV, puis de son successeur au 18e siècle. Donc, on n'est pas du tout à l'époque de la conquête arabe. Donc, les Persans, ce sont les habitants de la région. Les Persanes, ce sont les dames, les habitantes. Donc, il n'y a qu'un seul S, qu'un seul N. OK? Donc, ce n'est pas des persanes. Je vais vous l'écrire avec un astérisque. OK? Trompez-vous pas, il n'y a pas deux N, il n'y a qu'un seul N. OK? Donc, voilà pour ma petite capsule linguistique pour aujourd'hui. Donc, je continue à lire mon document. Ça, c'était donc le premier truc. Il fallait décoder comme il faut la question qui nous était posée. Deuxième truc, c'est le B. Il faut essayer de trouver des champs lexicaux. Ils constituent souvent la base des idées. Donc, le bon vieux truc, ce qu'on a fait depuis le début de la session, prendre un texte puis regarder quels champs lexicaux ils sont présents en essayant d'être le plus précis possible. Donc, pas juste le champ lexical des animaux, mais le champ lexical des... pardon, j'ai dit le champ lexical, je pense. Pas juste le champ lexical des animaux, mais les champs lexicaux des animaux proies et des animaux victimes. Vous vous souvenez, dans les animaux malades de la peste. Donc, essayez de trouver des champs lexicaux aussi précis que possible, pas trop fourre-tout. Donc, avec cette finesse-là dans les champs lexicaux, vous allez pouvoir parfois les jumeler ensemble et créer des idées comme ça. Donc, tantôt, là, on va faire, je vais vous dire où est situé l'extrait auquel je fais référence. Quand je parle des Persans qui rencontrent les Parisiens qui ont des préjugés à leur égard, ça correspond à une lettre en particulier qui est la lettre 99. Donc, dans le document, c'est indiqué à quel endroit dans votre livre cette lettre-là est située. Donc, vous pourrez aller vous exercer, si vous voulez, à lire cette lettre-là et à comprendre son contenu. Donc, avec les champs lexicaux, en les jumelant entre eux, surtout s'ils n'ont pas trop l'air d'aller ensemble, ça peut faire une idée intéressante. Troisième truc, donc d'abord trouver des champs lexicaux. Troisième truc, essayer de jumeler des champs lexicaux qui pourraient aller ensemble pour créer des idées. Quatrième truc, il faut chercher des faits au sein de l'extrait qui semblent au premier regard être reliés au thème imposé par la question. Donc, on essaie de surligner ou souligner dans le texte des choses qui ont l'air de répondre à la question. Si finalement, ça ne répond pas vraiment, ce n'est pas grave, on n'en tient pas compte. Et s'il y en a trop, ce n'est pas grave non plus de laisser de côté des éléments. C'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Donc, il s'agit vraiment d'un débroussaillage du texte pour trouver le plus d'éléments possibles avec lesquels on va pouvoir jouer et créer les idées. Donc, par exemple, dans une lettre où les personnages persans décriraient les vêtements des gens de l'époque à Paris,
il trouve ces vêtements-là assez étonnants. Donc, on pourrait avoir éventuellement la mention de préjugés, pas nécessairement sous forme de champs lexicaux, mais des préjugés, la perception de l'autre, la méconnaissance de l'autre. Okay? Donc, un personnage pourrait se poser des questions sur la raison pour laquelle les autres font telle chose, le fait que l'autre soit habillé différemment des personnes qu'on connaît déjà. Donc, ça, c'est vrai pour les Persans qui arrivent à Paris, mais l'inverse est vrai aussi. Les Parisiens trouvent que les Persans sont habillés bizarrement par rapport à eux-mêmes. Donc, de part et d'autre, il y a des surprises. Ça pourrait être les différences d'âge aussi. Donc, les Persans pourraient être jeunes, par exemple, et ne rencontrer que des personnes assez âgées dans la société. Le rapport entretenu avec Dieu, ce n'est pas le même Dieu. Donc, déjà là, ça peut faire une grosse différence. La perception qu'on a des femmes, la perception qu'on a des jeunes, la perception qu'on a des vieux, tous ces aspects-là pourraient être abordés dans une lettre ou dans un texte et on pourrait ensuite montrer des différences entre les deux groupes de personnages. Donc, ça vous convient? Je suis maintenant rendue à la page 4, le truc E. Il faut essayer ensuite de relier logiquement ces faits entre eux. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est comme ça qu'on parvient finalement à faire des idées binaires ou au moins des idées qui vont être progressives l'une par rapport à l'autre. Donc, une idée principale, puis l'autre idée principale du deuxième paragraphe, même si elles ne sont pas binaires, doivent être reliées logiquement l'une à l'autre. Il ne faut pas que le lien logique, ce soit ensuite, parce que ça, c'est un lien chronologique. Il ne faut pas que ce soit premièrement, deuxièmement, parce que ça, c'est un lien mathématique. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien logique qui unit les deux idées pour permettre au lecteur de suivre la trame de du déroulement de votre idée. Donc, il faut relier logiquement ces faits entre eux en n'essayant pas nécessairement de tout conserver. Bon, là, l'exemple que je vous donne, c'est une logique du type problème-solution. Ça pourrait être cause-conséquence. La plupart du temps, ça va être cause-conséquence. Donc, le problème, ça pourrait être le rejet des Français par les voyageurs persans et vice-versa. Donc, chacun des deux groupes rejette l'autre, ce qui est un problème parce que ça peut mener dans l'extrait, mettons, j'invente, là, mais ça peut mener à des chicanes. Donc, les solutions envisagées de part et d'autre, tant chez les Persans que chez les Français. Donc, chez les Français, dans un premier temps, par exemple, rendre des services aux voyageurs pour s'en faire des amis, donc apaiser la chicane, tenter d'apprendre leur langue, au moins les rudiments de leur langue, se montrer curieux de l'univers dont ils sont issus, leur poser des questions sur la façon dont ça fonctionne chez eux, etc. Donc, apprivoiser l'autre en se montrant curieux et respectueux. Et de la part des Persans, pas mal la même chose. Donc, poser des questions aussi, mais également s'adapter un peu, donc adapter leur mode vestimentaire à ce qui est en vogue à Paris pour passer un petit peu plus inaperçu et ouvrir le dialogue sur des questions qui les préoccupent. Donc, ça pourrait être ce genre de solution-là qui serait évoqué dans l'extrait. Encore une fois, vous n'inventez rien. Ce que vous affirmez doit être présent dans le texte parce que vous allez devoir tout prouver avec des citations. Donc, partez pas sur des ballons à inventer du contenu. F, le truc 6, il faut essayer de trouver un fait qui va devenir donc une cause, qui en entraîne une autre, qui va devenir sa conséquence, au cas où on pourrait créer une idée dont les éléments binaires seraient du type causal, si on veut faire une idée du type binaire. Donc, exemple, les préjugés qu'ont les Français envers les voyageurs persans, portant plus particulièrement sur leur apparence, entraînent leur rejet, le rejet des Persans de la part de la haute société. Donc, à ce moment-là, on est vraiment en train de dire, il y a tel fait et ce fait-là entraîne tel autre. Donc, il y a des préjugés qui entraînent le rejet. Okay? Donc, ça serait un exemple d'idée qu'on pourrait créer et qui est binaire et dont les éléments sont reliés logiquement l'un à l'autre, cause-conséquence. On n'est pas du type problème-solution. G, si on ne trouve rien de causal, ça peut arriver,
on peut vérifier tous les autres liens logiques possibles. Alors, vous en avez la liste, problème-solution, ça peut être des éléments complémentaires, des éléments opposés, dans l'espoir de tomber sur quelque chose de pertinent. Ça peut être avant-après aussi. H, il faut se souvenir que ce n'est pas parce que l'idée principale est binaire que l'idée secondaire ou les deux idées secondaires doivent nécessairement être binaires. Donc, il n'y a aucune obligation là. La binarité, c'est juste pour vous donner des trucs pour faire des idées complètes. Ce n'est pas pour vous peinturer dans le coin. Puis de la même façon, pour éviter de vous peinturer dans le coin, c'est pas parce qu'une idée secondaire est binaire que ça vous oblige à tout prix à avoir deux preuves. Okay? Il y a des gens dans les paragraphes que j'ai corrigés qui ont pris mes idées, elles étaient binaires, mais qui ont juste prouvé un des deux aspects de l'idée. C'est correct, ça fait des très bons paragraphes aussi. Donc, ne vous obligez pas, même en ayant une idée secondaire binaire, à introduire deux preuves pour cette idée secondaire-là. Donc, je vous donne un extrait pour faire un formatif. Mais pour ce formatif-là, je vais vous envoyer le corrigé. OK? Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on va faire tout de suite dans la deuxième partie du Zoom, là. Pour celui-là, je vous envoie la réponse. Donc, pour que cet exercice-là fonctionne, il faut que vous essayiez d'abord de répondre à la question, de décortiquer la question, de trouver les champs lexicaux, puis ensuite de faire les idées. Puis quand vous aurez fait un plan avec des idées, là, vous pourrez aller vérifier qu'est-ce que moi j'ai fait comme plan, qui n'est pas du tout la seule bonne réponse possible, mais qui est une des réponses possibles. Donc, c'est la lettre à partir de laquelle j'ai pris tous les exemples que j'ai mentionnés jusqu'à présent. C'est la lettre 99. Je vous ai mis le chiffre romain, donc c'est X, C, I, X. Ça commence à être des chiffres difficiles à lire. Dans votre livre, cette lettre-là est située aux pages 227 à 229, ligne 1 à 41. J'ai attribué un titre à l'extrait, on va l'appeler « Les caprices de la mode », mais ce n'est pas utile dans le paragraphe lui-même. Vous n'allez pas mentionner ce titre-là dans le paragraphe. Et la question, montrer qu'aux yeux de Rika, les changements rapides de la mode entraînent des conséquences sociales. Donc, c'est vraiment très, très abordé cet aspect-là dans la lettre. Et je vous ai mis un peu de contextualisation. Rika, c'est un des voyageurs originaires de Perse. Il visite Paris, entre autres villes, donc c'est assez minimaliste comme mise en situation. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous envoyer, toujours dans la partie chat, mon corrigé à cet exercice-là. Okay? Je ne vous demanderai jamais de me fournir les réponses. Je vais simplement vous donner déjà les réponses. Comme ça, vous pourrez vous corriger vous-même ou voir qu'est-ce qui a bien été dans votre propre réponse. OK? Ça serait, mettons, cette semaine-là, puisque jusqu'à ce que je vous ai donné votre question d'examen, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour mon cours. Donc, tout le monde a bel et bien eu les 3 documents d'aujourd'hui. C'est beau? Comme il nous reste un peu de temps avant la deuxième partie du cours, je me suis dit peut-être qu'on pourrait discuter maintenant des exposés. Donc, moi, de mon côté, je suis parfaitement satisfaite avec la façon dont ça s'est déroulé. Tout le monde était ponctuel, tout le monde était prêt. Vous avez compris le principe de l'analyse. Vous avez bien respecté ce que je demandais finalement, là. Donc, vous avez fait des beaux efforts pour trouver des procédés, pour les analyser aussi. Dans ce cas-ci, il fallait aussi résumer la fable. Donc, vos commentaires, c'était un peu du résumé, mais aussi beaucoup du commentaire. Donc, de ce point de vue-là, j'étais vraiment satisfaite. Les notes, d'ailleurs, sont en conséquence parce que les notes sont quand même très élevées. Alors, vous autres, de votre côté, est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimées ou pas aimées dans cet atelier-là?
est-ce que je devrais continuer à demander cette activité-là à mes étudiants si jamais je leur donne le 101? Oui, dit-elle. On répond oui. Bon, ben parfait. Oh, ben au moins, vous n'avez vraiment pas haï ça. Ben tant mieux, parfait. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous avez aimé faire dans cet exercice-là? Ça peut être dans le chat. C'était amusant parce que c'était quand même genre simple, puis genre c'était une présentation orale, là, c'est plus facile qu'écrire et tout. Beaucoup moins stressant, effectivement, beaucoup moins de sources de perte de points. Puis, ce que ça me permet de constater, en fait, c'est que, et c'est triste, mais je le constate à chaque session, c'est que vous comprenez de quoi il s'agit. Vous comprenez la fable ou les textes, vous comprenez c'est quoi que je vous demande. C'est juste l'obstacle de la langue qui vous empêche de donner une réponse qui est conforme à ce que toute cette information-là que vous avez bel et bien ramassée dans votre cerveau. Donc, vous avez compris, c'est juste que les fautes de français, quand vous me remettez quelque chose d'écrit, vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Et c'est toujours dommage, je trouve ça dommage. J'ai confiance en votre capacité d'apprendre et de comprendre. Et je sais que vous avez compris, à moins que vous me posiez des questions là, dans ce sens-là. Vous me disiez que vous n'avez pas compris. Mais d'habitude, je sais que vous avez compris. C'est juste que c'est votre façon de me rendre le contenu qui pose problème à cause des fautes de français. Donc, si on pouvait vraiment dépasser cet obstacle-là, des fautes de français, de la syntaxe, des choix de mots, de la ponctuation, ça serait merveilleux. Ma vie serait un paradis. Parce que je sais que vous êtes bon, je sais que vous êtes capable. Et mais ça a été prouvé là, depuis 30 ans que j'enseigne, je sais que vous êtes capable. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose sur les exposés? C'est beau, donc on considère que c'est fait, on ne va pas en reparler. Pendant que vous êtes là avec moi, est-ce que vous pourriez me dire sur quelle difficulté de français vous aimeriez que je revienne? Peut-être la semaine prochaine, lundi, tant qu'à se voir un peu. Je sais que certains ont déjà parlé des participes passés. Je sais qu'il y a la virgule. Donc, il n'y a rien là, qui vous vient à l'esprit en ce petit lundi matin. Donc, si vous pensez à autre chose, la syntaxe, c'est embêtant parce que ce qui fait que c'est problématique, la syntaxe, c'est souvent propre à vous. Donc, je peux vous donner des trucs comme genre pas faire d'anacolute. C'est un type de mauvaise construction syntaxique, mais il n'y en a pas tant que ça qui font ce type d'erreur-là. Donc, c'est dur d'enseigner ça, Johanna, pour répondre à ta demande, là. C'est dur d'enseigner ça, puis de voir une difficulté qui est vraiment le propre d'un paquet de monde. Parce que, justement, en syntaxe, la plupart du temps, vous avez chacun vos propres erreurs. Donc, le truc, si vous voulez vous améliorer en syntaxe, c'est de comprendre les erreurs. Quand j'écris S1 dans votre texte, là, ça veut dire syntaxe. Donc, essayez de comprendre l'erreur que j'ai ciblée, puis poser des questions ensuite au prof. Demandez qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû dire à la place. Puis, en posant cette question-là, le prof peut vous amener à vous expliquer comment ça fonctionne, la structure d'une phrase. Mais ça se peut que j'essaie quand même cette semaine de vous trouver des trucs, mais je ne penserais pas que faire de miracle, là. OK, donc, je prends note de ça. Moi, dans ma tête, vous faisiez un atelier ensuite en sous-groupe. Est-ce que vous voulez faire cet atelier-là? Ça consiste à créer des idées à partir de l'extrait Voltaire sur lequel vous avez déjà travaillé. Donc, soit je vous mets en sous-groupe, ou bien ça vous permettrait de le faire ensemble. Cependant, comme il manque la moitié des étudiants de la classe,
ben, les sous-groupes ne seront pas très gros, puis il y a des gens qui seront dans aucun sous-groupe parce que tous leurs compagnons sont absents. Donc, je peux vous envoyer la documentation, mais j'aimerais ça que vous choisissiez tout de suite sous quelle forme vous voulez faire cet exercice-là. Donc, soit en sous-groupe, ou bien vous le faites chacun chez vous. Je vous envoie de toute façon le corriger parce qu'il était prêt. Donc, Mirka préfère le faire seul. Est-ce que ça correspond? Yann aussi. Donc, je vous enverrai la documentation, aussi bien le questionnaire que le corrigé. Puis, le Zoom serait terminé pour aujourd'hui, mais je resterai disponible pour vous jusqu'à la fin du Zoom. Si jamais vous avez des questions, vous pourriez revenir vers le Zoom et revenir me voir. Ce serait important que vous ne pelletiez pas cet exercice-là plus tard dans votre semaine, parce que je suppose que votre semaine est très occupée. Puis, ce qui peut arriver, c'est que vous ne ferez jamais l'exercice. Ça, je trouverais ça vraiment dommage. Donc, je vais vous envoyer l'exercice. Donc, ça s'appelle « Comment créer des idées formatives ». Et je vais vous envoyer le corrigé aussi. Donc, vous pouvez voir que des fois, je vous demande une idée au complet. Des fois, je vous demande juste d'ajouter quelques mots-clés que vous pouvez quand même facilement déduire. Mais le but, c'est toujours de vous montrer qu'on essaie de binariser les idées. Là, c'est un exercice qui est basé sur la binarisation des idées, juste pour vous montrer comment on formule des idées, en fait. Donc, ça vous convient comme ça? Tout le monde a eu les documents? OK? Donc, si vous me promettez là, de faire le document le plus vite possible, l'exercice, voire même tout de suite, là, moi, je n'ai aucun obstacle à... Amine, tu ne les as pas? Je vais te les envoyer par Mio, OK? Je vais prendre ton nom en note. Donc, moi, je n'ai aucun obstacle à ce que vous le fassiez, ou même que vous ne le fassiez pas du tout. Je n'ai aucun moyen de contrôler ça. Mais souvenez-vous que la semaine prochaine, je vais vous donner votre examen final, la question. Puis là, il va être trop tard pour commencer à faire des exercices sur les idées. Moi, je ne répondrai plus à des questions là-dessus. Donc, Sheila non plus. Parfait. Si quelqu'un ne l'a pas eu, dites-le moi, s'il vous plaît. Je vais vous l'envoyer par Mio. Vous ne voyez pas les documents que j'ai envoyés? Maïssa dit oui. Amine, tu ne vois pas du tout les documents que j'ai envoyés? Oh, c'est bien étonnant. Bien, je vais vous les envoyer par Mio, ne vous inquiétez pas. Donc, ça va? Vous comprenez le but de l'exercice? Donc, quant à moi, ça serait terminé ici. Je ne fermerai pas le Zoom, je vais arrêter l'enregistrement. On pourrait fermer le Zoom, mais si vous voulez me poser des questions, revenez me voir dans Teams, ça va être plus fluide parce qu'on peut taper, on peut se voir plus facilement, je trouve. OK? Donc, on ferme le Zoom, c'est fini pour aujourd'hui. On se revoit juste lundi prochain. Ça va être une rencontre brève parce que je vais vous donner la question de l'examen final, puis ça va s'arrêter là. C'est correct? Alors, bonne journée à tous. Merci d'avoir été là. Bonne journée, madame. Bye-bye. Bonne journée. Question? Juste une petite question. Est-ce que vous pensez vous aurez un peu de temps, juste vite, pour que je revoie mon texte avec vous, mon argument sur Voltaire, ou on n'aurait pas le temps? Oui. Attends, il faut que je le trouve, par exemple. Un instant, OK? Il faudrait que j'aille envoyer les documents aux deux personnes qui ne les ont pas reçus. Ouais, alors, je te mets en sourdine, je te rapetisse, mais je te reviens, d'accord? Puis on arrête l'enregistrement parce que c'est privé.